À 1 heure de Paris, Chantilly, son château, ses allées cavalières, et au milieu d'un parc très privé, son golf renommé, l'un des plus anciens de France. Mais depuis quelque temps, ça bruisse sur les greens, à propos d'un homme, le nouveau propriétaire. Il est assez discret, non, il fait timide. C'est un bon golfeur ou pas? Je crois qu'il ne golfe pas. Hein? Il golfe pas. Très rare. C'est rare, ouais. Mais il y a quand même des gens qui ont l'esprit tordu, qui ont quitté le club. Ils n'acceptaient pas l'idée que quelqu'un qui avait fait fortune dans le téléphone rose vienne au secours du club. L'homme qui a fait fortune dans le Minitel Rose, celui qui a investi 5 millions dans ce golf, c'est bien sûr Xavier Niel, l'enfant terrible de la téléphonie. Son visage ne vous est pas inconnu. Avec près de 6 milliards d'euros, c'est la 10e fortune de France. Un informaticien parti de rien, devenu un géant des télécoms, un patron au style décalé, toujours en jean, sans cravate, qui adore provoquer, jusque dans ses pubs, quitte à se moquer de lui-même. Stop, guys. Look, I have to be honest. It really sucks. Alors, qui est vraiment Xavier Niel? Inventeur surdoué? As du marketing, patron décomplexé? Portrait non autorisé d'un agitateur qui n'hésite pas à mordre la ligne jaune, quitte à parfois déraper. Son ascension fulgurante, Xavier Niel l'a commencé très tôt à Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne. Nous sommes en 1986. Marc Bayle dirige alors une petite entreprise d'informatique installée dans le sous-sol de cet immeuble. Il cherche un programmeur, une denrée rare à l'époque. Ce sera Xavier Niel, un jeune homme de 19 ans, avec juste le bac en poche. Là, il y avait des cloisons, donc effectivement les cloisons ont un peu bougé. Mais c'est ici que, effectivement, on était installé pour développer le lanceur d'appel et que Xavier Niel travaillait. Voilà. Je vais vous montrer comment est né justement le premier produit de la société Cogekom, qui était un lanceur d'appel. Ce lanceur d'appel, c'est la première grande invention à laquelle participe Xavier Niel. Son nom, le turbophone. Le principe du lanceur d'appel, c'est de se dire l'ordinateur va lancer la composition du numéro de téléphone. Et une fois que la personne a décroché le bout du fil, on va délivrer un message enregistré. Xavier Niel, en costume cravate, commercialise lui-même son invention, jusqu'au jour où il veut l'appliquer au téléphone rose. Quand on s'est mis à faire de la messagerie téléphonique, nous c'était la messagerie téléphonique professionnelle, l'information sur les salons, l'information pour des labos pharmaceutiques. Clairement, lui souhaitait aller vers la messagerie rose. On a refusé et c'est à ce moment-là qu'on s'est quitté. Le Minitel, c'est la révolution de l'époque. Une invention 100% française et une fierté nationale distribuée gratuitement dans tous les foyers. Là où l'État pensait offrir un annuaire électronique, en finir avec le papier, les Français vont découvrir les délices de la messagerie rose. Des messageries, des sites de rencontres. Xavier Niel a vite compris qu'on pouvait y faire beaucoup d'argent. Mais le marché est déjà bien occupé. Le poids lourd du secteur se nomme 3615 ULA. Son créateur est un centralien. Bonjour, Olivier Civil, France 2. Ok, entrez. Il habite dans les beaux quartiers de Paris et s'appelle Louis Roncin. Il a d'abord créé un premier site de rencontre, 3615 COOM, l'équivalent de Mythique à l'époque. Mais un jour, il se rend compte que ses clients partent mystérieusement. Son site est victime d'une attaque en règle d'un nouveau concurrent. Il est piraté par le turbophone de Xavier Niel et ses appels automatiques. Il y avait des robots qui se faisaient passer pour des jeunes filles libres, Paris, ou qui envoyaient des messages mais répétitifs à tout le monde en disant viens sur tel site, j'ai envie d'un homme ce soir. Et puis on voyait nos clients qui partaient sur ce site. On regarde ce site, directeur de publication Xavier Niel. Alors au début j'ai invité Xavier Niel à déjeuner pour dire voilà, on fait le même métier, on va te laisser le faire proprement. Xavier Niel il a dit oui, et en fait il a continué.
C'est pas un individu qui doit avoir des scrupules déontologiques. C'est pas un saint. Il faudra l'intervention de la justice pour que les piratages s'arrêtent. Entre-temps, Xavier Niel a gagné son premier million en revendant l'une de ses sociétés. Nous sommes en 1991, il a seulement 24 ans. C'est un jeune chef d'entreprise qui vit encore chez ses parents à Créteil et mène la belle vie. C'est ce que raconte au téléphone l'un de ses anciens associés qui n'a pas voulu être filmé. Pour l'âge qu'on avait, je veux dire, on gagnait très bien notre vie. On s'est fait des restos, c'est vrai qu'on s'est fait plaisir. C'est un peu, on va dire, les Robins des Bois, quoi. Voilà, les Robins des Bois des temps modernes. Ce que les riches, ils ont et qu'ils veulent préserver, si on peut leur croquer une partie du gâteau, on va leur montrer que tout petit qu'on est, on peut faire également. Pas d'état d'âme pour ce Robin des Bois qui se diversifie. En plus du téléphone rose, il investit dans les sex shops, en achète une dizaine avec des associés. Il croit surtout à un autre secteur plus virtuel et plus prometteur, Internet. À l'époque, personne ou presque n'est encore connecté en France, alors il lance le premier fournisseur d'accès pour les particuliers. Son plus grand succès, c'est son ami Jean-Louis Missica, adjoint au maire de Paris, qui va nous le raconter. Consultant dans les télécoms, il rencontre Xavier Niel à la fin des années 90. Ce dernier vient d'inventer un produit révolutionnaire, la Freebox. Un boîtier unique qui propose l'accès à Internet, à la télévision et au téléphone, mais personne n'y croit. J'ai été très sceptique, je considérais que c'était extrêmement risqué la stratégie qu'il avait choisie. L'impression qu'il donnait, c'était de quelqu'un qui savait où il allait, qui avait une vraie vision, et en même temps une sorte de pragmatisme dans l'exécution. Xavier Niel trouve des financements, et en 2002, il lance enfin sa Freebox. Un énorme succès qui va faire de lui un milliardaire. Free, sa petite entreprise, se transforme en géant des télécoms. Et pour ringardiser ses concurrents, Xavier Niel les tourne en ridicule à coups de spots de pub. Lui, visiblement, a tout compris. Deuxième. Les appels illimités à l'international, ça sert à rien, puisqu'à l'étranger, ils parlent étranger. Moi, avec l'offre téléphonique crétin.fr, j'appelle de la France vers la France. Pour séduire les clients, Free joue sur un style jeune, décontracté, sur l'humour potache. J'ai découvert qu'avec la Freebox, je pouvais appeler de chez moi les fixes de 70 pays en illimité. Good morning, ich bin Rodolphe. Comment está? Dans la casa. J'ai fait le test, j'ai appris 70 langues. Combien? Demain. Depuis, je donne des cours. Leçon 1, The French Kiss. Il a fait, il a tout compris. Mais Xavier Niel en veut toujours plus. Il décide de s'attaquer à une citadelle jugée imprenable, la téléphonie mobile. Un marché très juteux, contrôlé par 3 grands opérateurs qui ne veulent pas d'un nouveau concurrent. Pour gagner son pari, il imagine un coup médiatique d'anthologie. En une seule conférence de presse, les Français vont découvrir l'enfant turbulent de la téléphonie. Nous sommes le 10 janvier 2012. 400 journalistes assistent ébahis au lancement de son offre téléphonique. Bonjour, merci. Seul sur scène, Xavier Niel attaque violemment ses concurrents Bouygues, Orange et SFR. Ras-le-bol de vous faire arnaquer avec les prix les plus élevés d'Europe. Les pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant. Une agressivité qui surprend tous les journalistes dans la salle. Il casse les prix en lançant un forfait d'1 heure à 2 € par mois, 5 fois moins cher que ses concurrents. Et pour bien frapper les esprits, il a même préparé une petite surprise. Il nous a regardé et nous a dit ne le prenez pas pour de la corruption, mais je vous offre à tous un mois de forfait. Et on a mis un petit peu de temps à comprendre, mais en fait, les équipes de Free Mobile avaient scotché une pièce de 2 € sous chaque siège. Sous les projecteurs, Xavier Niel endosse son rôle favori entre Robin des Bois et l'abbé Pierre. Nous sommes ravis de vous offrir ce premier forfait à 2 €. Si vous n'en avez pas besoin, vous, offrez-le à un proche, offrez-le à un démuni, on en sera ravis. Merci. Grâce à un show de 40 minutes à peine, Xavier Niel va faire la une des journaux pendant des semaines. Le succès est fulgurant, les boutiques prises d'assaut. En un mois, Free attire 1 million de clients. Mais les critiques se multiplient. Ses concurrents le traînent en justice pour dénigrement.
Quant à son réseau, les premiers mois, il connaît quelques ratés. Xavier Niel révèle alors une autre facette de sa personnalité, moins décontractée. Quand un article ne lui plaît pas, il bombarde directement les journalistes d'email, au ton plutôt viril. Au journal Le Point, c'est ce qui est arrivé à Guéric Poncet. Il y a quelques messages, ça arrive de les recevoir en pleine nuit, là c'est minuit 11. Quand ça va mal, il peut lui arriver d'avoir un vocabulaire assez fort, assez blessant. Il souhaite toujours que ces messages restent privés et entre nous, donc je respecte ça. Et en fait, il supporte assez mal la critique. Surtout quand des journalistes ressortent de vieux dossiers. La face sombre du patron de Free. Pour l'avoir fait, Renaud Lecadre, journaliste à Libération, s'est retrouvé devant la justice. Ça va ? Ouais, très bien. On va au bureau d'enquêteur ici. Oui, c'est un peu désorganisé, mais voilà. Il détient un record. 5 procès en diffamation, intentés par Xavier Niel. Oui, 5 plaintes, 5 jugements, tous gagnés par Libération. Et non seulement il était débouté, mais condamné à nous verser des dommages d'intérêt pour procédure abusive. Renaud Lecadre a couvert une affaire dont Xavier Niel n'est pas très fier. Le 27 mai 2004, alors qu'il est déjà à la tête de Free, il est interpellé chez lui au petit matin et placé en détention provisoire pendant 1 mois à la prison de la Santé. En cause, les activités d'un de ses sex shops à Strasbourg, où des filles se prostituent. Même si les accusations de proxénétisme le concernant sont vite abandonnées, l'enquête révèle d'autres pratiques surprenantes. Bien qu'il soit multimillionnaire, Xavier Niel se fait remettre chaque mois, par ses gérants, des enveloppes de 5 000 € non déclarées. Lors des interrogatoires, il reconnaît les faits, mais invoque le frisson de l'argent facile. Ces espèces étaient utilisables instantanément et ne donnaient pas la même sensation de gain que l'argent que je gagnais de façon orthodoxe dans mes activités d'opérateur de télécommunications. Lors du procès, il reconnaîtra avoir détourné plus de 300 000 €. Je crois que c'est surtout son avocate, Maître Toby, qui a essayé d'expliquer à sa place. C'est elle qui parlait peut-être de l'ivresse de la transgression. Parce que Xavier Niel était très mutique. Mais il n'était pas dans le déni. Non. Xavier Niel est condamné à 2 ans de prison avec sursis et 250 000 € d'amende, une sanction qu'il juge disproportionnée. Il a vraiment fait une grosse sottise, hein. Il a payé pour ça, mais je ne dirais qu'aujourd'hui, ce qui reste, c'est qu'il a été accusé de choses qui étaient fausses, et que ce pourquoi il a été condamné était quelque chose de très léger, et qui n'aurait jamais dû se traduire par 1 mois de prison. Est-ce pour redorer son image? Depuis, Xavier Niel multiplie les investissements, les initiatives. Il crée une fondation pour que les plus démunis accèdent à Internet. En 2010, il s'offre une institution, le journal Le Monde, avec le banquier Mathieu Pigasse et Pierre Berger. Après les télécoms, le milliardaire se veut désormais philanthrope. Il a racheté la Halle Fraissinet à Paris, un gigantesque entrepôt qui hébergera 1 millier de start-up dès 2017. Dans ce projet, Xavier Niel injecte 150 millions d'euros de sa fortune personnelle. Xavier Niel, c'est un mélange d'un grand patron à l'américaine, c'est-à-dire qui est assez décomplexé vis-à-vis du fait que la fonction d'une société, c'est de faire du profit, et en même temps qui a une fibre sociale et un sens de l'intérêt public qui fait que il a un côté mécène de la société qui n'est pas traditionnel. C'est-à-dire, il n'est pas dans une logique je vais acheter des œuvres d'art ou je vais subventionner un théâtre, voyez. Son dernier coup d'éclat, c'est cette école d'informatique qu'il a intégralement financée. Une école gratuite, ouverte à tous sur concours. Pour y entrer, aucun diplôme n'est exigé, même pas le bac. Niel, l'autodidacte, ne veut recruter que des profils atypiques. Un nouveau pied de nez à l'establishment et au système éducatif français.
Et voilà pour ce reportage d'Olivier Sibyl et de Antoine Husser. Et nous sommes de retour cette fois sur le pont du Don Juan 2 avec vous, Laurence Parisot, devant le Louvre. On va arriver à la passerelle des Arts, Notre-Dame, etc. Belle balade quand même sur somptueux. Voilà. Donc vous étiez présidente du MEDEF, on s'en souvient, pendant 8 ans. Vous êtes toujours présidente de l'IFOP. Ce Xavier Niel, c'est quoi? C'est un grand patron, vous en pensez quoi? Je pense que c'est un très grand patron français, c'est un leader. La première chose que je trouve formidable, c'est qu'il démontre que même sans avoir fait d'études, sans sortir de l'IX ou de l'ENA, sans être issu d'une famille d'entrepreneurs, on peut soi-même créer une entreprise et la porter au plus haut niveau. Ce qu'il a fait, Free, il ne le doit qu'à lui-même. Avec un entrepreneuriat engagé, c'est ce que vous aimez dans son histoire. Engagé, risqué, audacieux. Cette année, donc on dit c'est un homme qui a marqué l'année pour tout ça. Et vous êtes d'accord avec nous? Bien sûr. Sur l'ensemble de l'année, parce qu'on a beaucoup parlé du fameux virage social-démocrate du début de l'année, de cette main tendue aux entrepreneurs. Comme ancienne patronne du MEDEF, vous avez l'impression que quoi? Que effectivement le pouvoir, après les avoir dénoncés, s'est réconcilié avec les patrons maintenant et que bon, effectivement, on peut faire des choses ensemble. Je crois qu'en vérité, François Hollande n'a jamais été autrement que social-démocrate. La vérité, c'est que cette fois-ci, il le dit et il l'assume. Est-ce que pour autant, il s'agit d'une vraie réconciliation avec les chefs d'entreprise? Non, pas encore. Il y a tellement d'entraves, il y a tellement de contradictions. Alors oui, si le pacte de responsabilité est acté, entériné, mis en œuvre, il va y avoir un peu d'air pour beaucoup d'entreprises, mais pas autant que l'air qui nous entoure ici. On n'a pas encore vraiment suffisamment de vent dans les voiles pour avancer. Donc on n'y est pas encore. Est-ce qu'il faut se dire que on va redémarrer? Vous êtes optimiste comme François Hollande l'est naturellement? Je suis partagée. C'est vraiment l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. Il y a malheureusement aujourd'hui dans notre pays encore beaucoup d'énergie et d'argent qui sont dépensés à essayer de maintenir le système social, le système administratif tel qu'il est aujourd'hui, alors que pour avancer bien, pour innover, pour créer des emplois, il faudrait faire évoluer le système. Donc la réforme ne va pas suffisamment loin, la remise en cause de ce qu'on est, de nos modes de fonctionnement n'est pas suffisamment profonde. Oui, c'est pas simplement qu'elle n'est pas assez profonde, c'est qu'elle n'est pas assez globale. Vous voyez, aujourd'hui, le sujet, c'est pas de penser la réforme de l'État. Le sujet, c'est comment faire évoluer l'État dans une Europe qui compte et dans une Europe qui progresse. Un mot maintenant sur l'opinion, puisque vous êtes patronne de l'IFOP, vous observez l'opinion, vous voyez comment les Français regardent cette présidence Hollande, quasiment à mi-mandat. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les Français, de François Hollande? Est-ce qu'ils sont sceptiques, comme on le dit, un peu dubitatifs? Ils sont quoi? Les Français sont, d'une manière générale, indépendamment de François Hollande, dans un état d'angoisse extrême. Extrême. Alors cette angoisse va se traduire par une hostilité, une désillusion, voire un rejet du gouvernement et du président de la République. Il y a toute une palette de sentiments, mais il y a surtout un pessimisme général et il n'y a plus quelques éléments de réassurance comme il pouvait y avoir jusqu'alors. Il y a 10 ans encore, les Français disaient « ça ne va pas bien, mais on a un bon modèle social ». Ça ne va pas bien, mais on a des grandes entreprises. Ça ne va pas bien, mais on reste la France. Aujourd'hui, ça ne va pas bien sur le plan économique. On sait que notre modèle est à bout de souffle. Et en plus, on voit nos entreprises et nos meilleurs talents partir à l'étranger. L'exil de Français, pas simplement parmi les plus aisés, à des proportions qu'on n'a jamais connues depuis. Et comment on enraye cette siècles. espèce de spirale comme ça dépressionnaire sur la France, avec effectivement cette impression que plus rien ne va, parce que c'est pas vrai. Il y a quand même des choses qui vont. Comment on l'enraye? Comment on peut redonner la confiance et l'optimisme aux gens? Il y a beaucoup de choses certainement à faire. D'abord, faire savoir qu'il y a néanmoins une énergie. Puisqu'on parlait de Xavier Niel, il faut que tout le monde sache qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs, une génération qui a moins de 30 ans,
qui est éblouissante, qui a une capacité créatrice fantastique et dont on devrait être tous fiers et qu'on devrait porter, mettre en avant. Ils peuvent transformer la France. Alors, on parle de politique et de l'état de la France. Dernier mot sur vous, puisque bon, je ne sais pas comment se passe la vie après MEDEF. Est-ce qu'on est bien quand on a quitté ces fonctions-là? La vie est tout aussi passionnante et simplement un tout petit peu moins stressante au quotidien. Voilà. Et vous pensez quoi? Vous pensez vous engager? Vous parlez de politique? Est-ce que ça commence à vous titiller? Oui, c'est une possibilité quand on est concerné, comme je l'ai toujours été, par l'avenir du pays, quand on a en plus un stock d'expérience exceptionnel, puisque j'ai été amené l'engagement, ça serait où? Dans un parti? Alors, il y a peut-être... Je vous disais qu'une reconfiguration du paysage politique est nécessaire. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se demander s'il n'y a pas à inventer une nouvelle façon de proposer des politiques publiques aux Français et peut-être se mettre d'emblée à l'échelle européenne. Bon, on verra peut-être éclore d'ici peu un nouveau parti politique avec une dimension celle européenne, en interface peut-être avec d'autres partis, d'autres pays européens. Parce que n'oublions pas une chose, la France ne restera un grand pays que si elle pense sa vision d'avenir dans l'ensemble européen. Tous les sujets économiques, sociaux, sociétaux doivent être d'emblée pensés à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci Laurence Parisot d'être venue ici. Merci beaucoup aux gens des Yachts de Paris qui nous ont accueillis très gentiment, je veux dire, sur ce Don Juan 2 pour nous faire bénéficier de cette promenade au pied de la Tour Eiffel. J'espère que cette émission vous aura plu. De Notre-Dame. De Notre-Dame, oui, excusez-moi. Merci. Ah oui, c'est Notre-Dame.